Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, André Barkov est en face-à-face avec Marie-Pierre Porchy, qui est juge des enfants, puis juge d'instruction, qui a été pendant 36 ans, et auteur de ce livre, Les silences de la loi, aux éditions Fayard. C'est un livre qui est déjà paru en 2003 et qui a été réédité cette année et préfacé à l'aune de l'affaire Duhamel. Bonjour Marie-Pierre Porchy. Oui. Bonjour Madame la magistrate. Bonjour. Là, Bonjour. effectivement, on n'a plus du tout envie de plaisanter et vous avez fait un livre bouleversant. J'avoue que je ne l'avais pas lu en 2003 quand il est paru. Il a été réédité. Vous avez ajouté justement des chapitres. Et c'est un livre bouleversant. C'est un livre terrible qui parle de quoi? Qui parle de cette plaie ouverte qui s'appelle l'inceste. L'inceste dans les familles, l'inceste par les proches. Ces enfances fracassées, ces enfances complètement dévastées, incendiées. Et justement, vous parlez en tant que magistrate. Vous avez été magistrate jusqu'en janvier 2020, c'est bien cela, et vous parlez de ce qu'on peut faire, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, et c'est absolument bouleversant. Je recommande vraiment ce livre. C'est paru donc Les silences de la loi chez Fayard, et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui encore l'inceste, ce tabou dont parlait Claude Lévi-Strauss, justement vous le citez dans votre livre, mais on a l'impression que avec tout ce qui a été fait, on va en parler, ça reste quand même quelque chose qui est presque du ressort du quotidien, on peut dire, dans les affaires? Tout à fait. J'ai même envie de vous dire, même depuis cette émission phare qui est finalement a permis à des tas de gens de parler de ce sujet, j'ai l'impression que le quotidien a à nouveau complètement étouffé la question. Vous savez, en ce moment, à propos des élections régionales, Oui. on parle beaucoup de la délinquance. Oui. Eh bien, quand on parle de la délinquance, on ne parle jamais de cette délinquance Oui. qui se passe sous le toit des familles et qui est constituée par les violences sexuelles, les violences conjugales, l'inceste. On a l'impression que c'est une parenthèse dans l'existence des gens et que ensuite, quand on reparle du phénomène de délinquance, eh bien, tout ça est un peu oublié. Ouais. Alors, bon, c'est pas vraiment oublié puisqu'il y a quand même des choses qui se sont passées. Exactement, il y a des lois, oui. Il y a une nouvelle loi, Oui. surtout qui est arrivée en mars. Et puis bon, il y a une commission, effectivement, qui est censée travailler sur le sujet. Mais j'ai bien peur que les choses n'arrivent pas, je dirais, avec autant d'efficacité qu'on le souhaiterait. Vous voulez dire, Madame la magistrate, vous voulez dire que, vous savez, on a beaucoup parlé des territoires perdus de la République. Vous avez l'impression que ça reste encore, quelque part, malgré les avancées, un territoire perdu de la justice, quelque part? Je le crains. Ouais. Je le crains parce que d'abord, malgré toute la bonne volonté des magistrats, le nombre des affaires et les retards que prennent certains gros dossiers à être jugés, eh bien ça, je pense qu'on ne pourra pas le résoudre. Je ne sais pas comment on pourra le résoudre parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux à juger ces affaires-là. Alors on trouve des nouvelles voies. Hein. La justice restaurative, à mon avis, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait développer. On va en parler. Oui, on va en parler. Mais je crains que la justice ne puisse pas faire face à l'afflux de ces dossiers, que la justice ne traite pas forcément bien, mais que de toute façon, même quand elle les traite bien, ils sont jugés avec beaucoup de retard et ça, on ne peut rien parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je crois vraiment ça, c'est important. Oui. Infranchissable. Alors, on va en parler juste très longuement jusqu'à 14h avec vous, Marie-Pierre Porchy, avec les auditeurs de Sud Radio. Juste après les informations, on se retrouve très vite. Voilà, vous témoignez, vous nous appelez justement si vous voulez parler de l'inceste, vous aussi, 0826 300 300. On sera avec Marie-Pierre Porchy jusqu'à 14h. À tout de suite. Aujourd'hui, avec Marie-Pierre Porchy, qui a été juge des enfants puis juge d'instruction pendant 36 ans et qui est auteur de ce livre, Les silences de la loi sur l'inceste. C'est un livre donc aux éditions Fayard qui est paru en 2003 et qui a été réédité cette année, préfacé à l'aune de l'affaire Duhamel. Marie-Pierre Porchy, vous dites que l'inceste, vous dites dans votre livre que l'inceste, en fait, en tant que, effectivement, objet de loi, hein, bien sûr, aurait été ignoré jusqu'en 2016. Ce qui est quand même hallucinant. On peut se dire, je parle évidemment non pas le concept de l'inceste, non pas la pratique de l'inceste, bien sûr, mais vous dites que juridiquement, c'est ça, il était ignoré en tant que spécificité juridique?
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'inceste a toujours été puni. Il y a toujours eu des textes qui le permettaient, mais ils étaient reliés aux textes généraux sur les viols et les agressions sexuelles, à savoir que pour établir l'existence d'une infraction, il fallait toujours prouver l'existence au moment des faits de violences, contraintes, menaces ou surprises. C'est-à-dire qu'en fait, on assimilait toujours la victime, l'enfant victime, à l'enfant majeur, à la victime. Voilà. Donc, il y avait une circonstance aggravante qui permettait des peines aggravées quand l'auteur était un ascendant. Mais d'abord, le texte n'a jamais inscrit le terme inceste avant 2016. Et puis, moi, j'estime que l'interdit n'était pas véritablement posé, ce qui maintenant a changé depuis la loi de mars 2021. C'est qu'il fallait toujours se référer à l'existence de cette violence, contrainte, menace, surprise. Ce qui démontrait qu'effectivement, l'interdit n'était pas véritablement posé, puisque si on n'arrivait pas à prouver ces éléments-là, l'existence de l'infraction était contestée, contestable. Donc aujourd'hui, depuis la loi de 2020, les choses ont un peu changé, même si la loi est très très imparfaite de mon point de vue. Maintenant, on n'est plus obligé de prouver l'existence de cette contrainte, à savoir qu'il suffit de prouver que la relation sexuelle a existé, que l'enfant a moins de 15 ans et que l'auteur le sait, et ça suffit pour prouver l'infraction. Alors justement, vous étendez longuement dans votre livre sur les rapports entre, vous savez, la parole de l'enfant, comment croire l'enfant ou ne pas croire l'enfant, et l'adulte qui est évidemment beaucoup plus armé que l'enfant et qui dit, et vous en parlez vraiment très très éloquemment et très fortement, et c'est dramatique, l'adulte qui dit mais non, elle le voulait en fait, elle est venue, c'est elle voulait, et vous parlez de l'autoculpabilisation de l'enfant qui lui évidemment comprend pas ce qui se passe et ce qui est en jeu, et qui finit par culpabiliser lui-même en pensant que c'est lui le motif. C'est quand même une espèce de perversion, je dirais pas perversion narcissique, mais enfin de jeu non seulement pervers, mais terrifiant, quoi, de manipulation, je dirais. Voilà. Alors, vous mettez l'accent sur quelque chose de très important, c'est que il y a toujours une relation entre le fonctionnement de la loi et le fonctionnement de l'auteur et le fonctionnement de la victime. On a eu, jusqu'à une période très récente, mars 2020, une loi qui ne posait pas l'interdit, une loi qui demandait à l'enfant « mais pourquoi est-ce que tu n'as pas su dire non ?» En général, l'auteur disait « mais l'enfant était d'accord, il était consentant ». Et en général, l'enfant culpabilisait en disant « effectivement, c'est moi le coupable ». Donc il y avait une espèce de jeu pervers triangulaire entre le fonctionnement de la loi et le fonctionnement des relations entre l'auteur, la victime et la loi. Et ça, il fallait véritablement en changer. On n'en a pas complètement encore changé, je pense, parce que la loi est insuffisante. La loi encore crée des incertitudes sur certains termes que moi-même je ne comprends pas. Le législateur, par exemple, parle à la fois d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sans préciser la différence. Moi, je ne suis pas du tout sûre qu'on soit sorti des difficultés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un commencement, un début je dirais, d'une nouvelle ère où l'interdit est enfin posé. Mais qui est très récente. Qui est très récente. Qui est très récente. Et puis, vous savez, il y a quand même tout un tas de gens qui sont tout à fait persuadés que l'enfant a une sexualité et que l'enfant est en capacité de donner un certain consentement. Vous savez, quand vous entendez certains experts psychiatres qui vont jusqu'à l'école de la magistrature parce qu'ils sont invités pour parler aux magistrats et qui disent que l'enfant peut complètement avoir une sexualité, qu'il peut mentir parce que précisément on joue un peu avec ces éléments-là. Les choses ne sont pas du tout claires aujourd'hui et je pense qu'il faut véritablement revoir toute la formation des magistrats à l'école de la magistrature. Mais vous me rappelez tout l'argumentaire des pédophiles pendant très longtemps, c'est au nom de la liberté, mais oui, l'enfant a une sexualité, mais bien sûr, etc., etc. Enfin, je ne citerai pas les noms et les journaux qui ont répandu avec beaucoup de complaisance ce genre de propos.
Donc vous dites que ça joue là, mais justement, je voudrais citer cette affaire que vous connaissez mieux que moi, mais qui a été aux yeux du public énorme, l'affaire d'Outreau bien sûr, où il y a eu tout ce qu'il y a eu. Enfin, et je parle d'Outreau comme miroir grossissant de ce que vous écrivez. En fond, comment faire pour, justement, et vous qui êtes magistrate, enfin qui êtes au cœur, comment faire pour distinguer la parole, la légitimité de la parole, etc. Alors, certains vous disent, on en a reçu ici, mais écoutez, les enfants ne peuvent pas mentir, de toute façon, les enfants, c'est la parole, et on a envie de les suivre. Et d'autres qui disent, attention, ils peuvent être manipulés ou manipulés eux-mêmes, etc. Il y a cette espèce de magma. Comment en sortir et comment clarifier tout cela ? Écoutez, alors c'est très bien d'utiliser le terme magma parce que c'est exactement ça. Actuellement, on n'arrive pas à sortir du credo ou du non-credo. Alors, bon, c'est un terme un peu latin, mais en clair, on est soit dans le « je te crois », soit dans le « je ne te crois pas ». Et dans l'une comme l'autre des situations, ça n'est pas satisfaisant parce que le juge ne doit jamais être sur ce terrain. Ouais. Il doit être dans l'évaluation de la parole de l'enfant. Et actuellement, quand on forme les futurs magistrats à l'école de la magistrature, on reçoit quand même un certain nombre d'experts qui vont constamment être sur ce terrain-là. Hein, et surtout même dans le non-credo pour certains d'entre eux. Et je trouve ça très, très grave. C'est-à-dire, voilà. Oui. Donc, je ne vais pas dire des noms, mais il y a des gens qui, à l'école de la magistrature, sont là justement pour dire que les enfants mentent, qu'il ne faut pas les croire parce qu'ils peuvent être extrêmement manipulés par les parents, par la mère notamment, quand il y a un divorce en filigrane. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut savoir déceler les faux abus et de temps en temps, et je dis que de temps en temps et assez rarement, les enfants, effectivement, sont instrumentalisés par une mère qui est en instance de divorce. Ça existe et il faut savoir l'entendre. Mais dans l'immense majorité des cas, et d'ailleurs les statistiques qui sont sorties récemment nous le confirment, puisque c'est 1 sur 10 apparemment, hein, une personne sur 10 qui a été abusée, donc c'est pas une invention. Hein. Eh bien, dans toutes ces situations-là, je pense que la justice doit énormément progresser pour entendre la parole des enfants, savoir comment on les entend et être beaucoup plus sur le terrain. Alors, ne pas être sur le terrain du credo et être sur le terrain, au contraire, de l'évaluation de la parole de l'enfant. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un dossier qui débute, du début à la fin, il faut véritablement d'abord instruire énormément. Quand l'enfant est entendu, il faut vérifier tout ce qu'il dit, tous les éléments qui sont recueillis par les témoins, par éventuellement le reste de la famille. Et ensuite, cette évaluation va faire qu'au bout du compte, on aura une convergence des éléments ou une divergence des éléments. La convergence permettra de juger, voire même de condamner, et la divergence ne permettrait pas de le faire, et à ce moment-là, il y aura un classement sans suite ou ou un non-lieu ou une relaxe si c'est en fonction du type d'infraction. Oui, vous voulez dire en fait d'être extrêmement, je dirais presque patient, prendre le temps et vraiment instruire au sens de ne négliger aucun détail, aucune nuance, etc. Voilà. C'est un travail. Il faut qu'on soit des professionnels et que moi je ne dis jamais à un enfant je te crois parce que c'est exactement la même chose que si je lui disais je ne te crois pas. Je crois pas, je comprends. Voilà. Ne pas se mettre sur le côté croire ou pas croire, vérifier, confronter, etc. Vérifier. Et je vous assure que quand on se comporte de façon professionnelle, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc les dossiers sont pas si difficiles que ça. Il y a quelques dossiers qui sont effectivement très difficiles parce que les parents sont en instance de divorce en même temps. Donc ça, c'est des dossiers difficiles. Mais l'immense majorité d'entre eux ne sont pas des dossiers difficiles. Simplement, il faut savoir y consacrer du temps. Et puis, il va falloir surtout juger une masse de dossiers. On n'imagine pas à quel point cette masse est importante. Et peut-être elle va l'être encore davantage maintenant avec les révélations
suite à MeToo inceste. Hein. Oui, Et là, il va falloir dire c'est un goulot d'étranglement auquel la justice ne peut pas faire face parce qu'on n'est pas assez nombreux. Oui, vous dites justement, et il faut des moyens humains et des moyens matériels devant l'ampleur de la tâche. Effectivement, nous allons en parler, nous allons continuer d'en parler avec vous et avec ce livre passionnant, je le rappelle, Les silences de la loi, et avec les auditeurs de Sud Radio. Tout de suite. Voilà, si les auditeurs justement veulent témoigner ou poser des questions à Marie-Pierre Porchy, juge des enfants puis juge d'instruction pendant 36 ans et qui a publié ce livre sur l'inceste, eh bien c'est maintenant qu'il faut nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Et la justice aussi dans tous ces états, et c'est une bonne chose quand la justice avance, bien sûr, pour nous tous. Marie-Pierre Porchy, je voudrais savoir quand même, il y a eu une avancée, en tout cas dans la durée de prescription, qui était quand même assez réduite et qui a bien évolué. La prescription de ces crimes. Oui. Voilà, absolument. Bon, ça c'est une belle avancée, effectivement. Autrefois... on faisait partir le délai de prescription de l'action publique. Le délai de prescription, il faut quand même préciser que c'est le délai pendant lequel on peut reprocher une infraction à quelqu'un. C'est ça. Voilà. Donc, et au-delà de ça, on ne peut plus rien lui reprocher. C'est prescrit et on n'en parle plus. Oui. On ne peut plus rien lui reprocher. On peut pas le poursuivre sur le plan pénal. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan civil, on peut toujours faire des choses après. D'accord. Sur le pénal, autrefois, ce délai de prescription, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu de multiples lois sur les prescriptions et qu'il n'est pas évidemment possible aujourd'hui de toutes les énumérer, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'autrefois, on partait de la date des faits pour calculer la prescription et on faisait la distinction entre les délits et les crimes. Et puis maintenant, on part de la majorité de la victime. Et, de la majorité, vous voulez dire des 18 ans, c'est ça ? Voilà, à partir de 18 ans. D'accord. Et évidemment, les délais varient selon que c'est un délit ou un crime. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque fois qu'on veut savoir si une affaire est prescrite, il faut situer la date des faits et en fonction de la date des faits, appliquer la loi qui, au moment des faits, était en vigueur. Donc c'est très complexe et c'est la raison pour laquelle les procureurs d'ailleurs se font systématiquement maintenant communiquer les procédures parce qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance si ça va être prescrit ou pas. Il faut une étude du dossier. D'accord, oui, en fonction des dates, etc. Voilà. Je voulais parler aussi de quelque chose qui c'est plus que poignant, c'est que vous avez bien fait d'introduire des témoignages, notamment ce témoignage de Soraya, de ses enfants, de ses gosses, et il y a des témoignages terrifiants, enfin, plus que bouleversants, et à chaque fois on a l'impression, on se dit, mais au fond, et puisque vous avez été juge, mais c'est quoi ces monstres, c'est quoi ces gens qui s'en prennent pour satisfaire des besoins, mais à des enfants, à des gens sans défense, etc. Vous allez me dire, oui, ça existe depuis la nuit des temps, on le sait, c'est pas nouveau. Mais enfin, à chaque fois, on est quand même bouleversé par le fait de s'en prendre de la manière la plus lâche et la plus minable possible à des êtres sans défense, sans aucune défense, évidemment, et qui n'ont pas les moyens de se défendre d'ailleurs. Et est-ce que c'est non mais sans faire de métaphysique, Marie-Pierre Porchy, est-ce que c'est la banalité du mal, comme disait Hannah Arendt, ou c'est autre chose ? C'est tout à fait autre chose. Je pense que tout le monde, mais vraiment tout le monde, est en capacité de faire ce type d'infraction. Tout le monde, alors, vous dites. Ouais. Non pas tout le monde, parce que évidemment, on n'a pas forcément des pulsions sexuelles à l'égard des enfants. Quand je dis tout le monde, c'est que ça n'est pas réservé à des monstres. Ouais, je comprends. Je veux dire. Ouais. Et d'ailleurs, les affaires que je cite dans mon livre ont été choisies non pas par leur caractère exceptionnel, mais justement parce que ce sont les plus courantes que l'on rencontre. Ça peut être par ailleurs des pères extrêmement gentils avec leurs enfants et qui, sur le plan sexuel, pourtant, leur imposent des relations. Surtout, considérés comme des gens très bien auprès des milieux, etc. Ne pas penser que ce sont des monstres, que ce sont des gens
absolument comme tout le monde. Et par ailleurs, ce peut être des gens tout à fait serviables. Je cite des exemples où quelquefois, ce sont des gens qui sont même des pratiquants religieux, qui sont des gens qui sont syndiqués, qui s'occupent énormément de choses sur le plan de la... Les associations, etc. Voilà. etc. Oui. Donc ça peut vraiment toucher n'importe qui. Ouais. Et je pense que ça serait vraiment une erreur que de réserver ce type d'infraction à quelques monstres. Voilà. Généralement, ça se passe dans le milieu familial. Ça peut être le père, le beau-père, le frère. C'est très majoritairement dans le milieu familial, vous diriez? Oui, vous diriez, très majoritairement dans le milieu familial, en tout cas dans l'entourage proche de l'enfant. D'accord. Pas forcément uniquement le milieu familial, parce qu'il peut y avoir aussi l'instituteur, le professeur de sport, voilà. Mais généralement, c'est quand même celui qui est à redouter, c'est le plus souvent celui qui est tout à fait dans l'environnement proche de l'enfant. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'a absolument pas besoin forcément d'être violent. C'est assez rare que les gens soient violents physiquement, parce que le lien affectif préexistant fait que l'enfant se laisse faire et qu'il ne peut pas dire non, parce qu'on ne peut pas dire non à son père, on ne peut pas dire non à l'oncle qu'on adore. Etc., ouais. Et généralement, les agresseurs sexuels savent très très bien d'ailleurs instaurer des rapports affectifs qui font que l'enfant ne s'opposera pas. Voilà. D'où l'intérêt d'une loi qui fait poser l'interdit, non pas par l'enfant, mais par l'adulte. C'est à l'adulte de savoir que c'est interdit, et c'est la raison pour laquelle c'est si important que la loi le dise. Ouais. Et vous parlez de campagne de prévention, notamment à Bruxelles, où ça s'adresse directement aux adultes, en disant attention, un enfant, c'est pas un objet sexuel, c'est pas un jouet sexuel, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Même si on sait tous que c'est interdit, mais ça n'empêche qu'on ne connaît pas l'impact psychologique que ça a sur les enfants. Combien de pères m'ont dit, mais je ne pensais vraiment pas que ça puisse faire autant de mal à mon enfant. Et je crois qu'ils sont sincèrement... oui, c'est là excusez-moi, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que je veux bien, mais enfin, quand ils vous disent ça, est-ce qu'ils ne cherchent pas franchement une justification? Attendez, je ne sais pas, moi, on est tous un peu... On a tous regardé, Est-ce que, enfin, la pulsion, moi j'ai des enfants, j'ai une fille, je veux dire, ça ne m'est même pas, alors je suis comme des millions de gens, ça ne m'est même pas traverser l'esprit, je veux dire, et de dire après, oui, mais écoutez, je pensais pas que ça pourrait faire du mal, mais c'est normal. Je sais pas. Ce n'est pas une auto-justification, Marie-Pierre Porchy, quand même? Ça peut l'être, effectivement. C'est peut-être même une stratégie de défense, parfois. Oui, exactement. Mais on sent quand même que les choses n'ont pas forcément été beaucoup pensées, et que beaucoup de ces... Alors, je parle des pères, parce que c'est vrai que c'est quand même souvent les pères, ou le beau-père, ou voilà, ces proches, qui ne mesurent pas à quel point ces infractions peuvent dévaster quelqu'un toute la vie, pour toute la vie. Je crois que ce qui m'a le plus marqué dans mon existence professionnelle, maintenant je suis à la retraite, donc je ne vois plus ces victimes dans ce cadre-là en tout cas, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir des gens qui quelquefois 30, 40, 50 ans après, sont encore complètement dévastés par ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le délai de prescription de l'action publique a été fixé à 30 ans après la majorité, qui prend en compte quand même justement cet élément-là, sachant qu'au surplus, très souvent, il y a le déni de ce qu'on a vécu, les victimes le disent souvent, le déni, et puis aussi, quelquefois, une espèce de mémoire traumatique, dont on a parlé, d'ailleurs on n'en parle pas depuis extrêmement longtemps, de cette mémoire traumatique, mais elle existe vraiment, à savoir que les victimes fuient cette réalité pendant très longtemps, et puis à un moment donné, ça explose. C'est fou. Et puis des vies, comme vous dites, des vies sont dévastées à jamais, en tout cas certaines à jamais, et c'est ça qui est terrible. On se retrouve tout de suite après ceci, Marie-Pierre Porchy. Et on vous donne à vous tous, la parole à partir de 13h30. Vous nous appelez 0826 300 300 tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, André Berkoff est toujours avec Marie-Pierre Porchy qui nous présente son livre Les silences de la loi aux éditions Fayard autour de l'inceste. Et c'est à vous de réagir, de nous poser des questions, de témoigner au 0826 300 300. Tout de suite, on donne la parole à Josette qui nous appelle des Pyrénées. Bonjour Josette. Oui, bonjour Josette. Bonjour. Bonjour, je voulais prendre la parole parce que concernant le titre de l'émission qui parle de loi, je trouve qu'il y a un grand vide juridique. J'ai été moi-même incestée quand j'étais enfant. Oui. Et j'ai été profondément meurtrie d'apprendre que, en fait, au niveau de la loi, il n'y avait pas d'appellation, quoi. C'est quelque chose qui est pas nommé. Et j'ai eu la surprise d'apprendre à l'époque que c'était presque, comme si ça n'était pas un crime. Or pour moi c'est un crime. Oui, c'est le cas de le dire. On tue l'enfance. On tue l'enfance. Voilà, c'était il y a longtemps, pardon de vous demander ça. Oui. D'accord. Oui, il y a longtemps, mais depuis je me suis rapprochée d'associations et j'œuvre auprès de jeunes enfants et je ne crois pas que cela ait beaucoup évolué. Voilà. À l'époque, les examens qui étaient demandés étaient un petit peu. Moi, j'avais 14 ans quand même quand j'ai pris la parole et que j'ai enfin osé le dire. Et à l'époque, j'avais le sentiment d'être coupable de quelque chose. Ça, je l'ai ressenti très, 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 très fort. Et je trouve qu'aujourd'hui, même si on met un petit peu plus de gants, on est quand même plus doux avec les enfants. Il n'empêche que quand on a un âge où on comprend, ce vide juridique concernant l'inceste peut être traumatisant et blessant. Personnellement, je le pense toujours et les années ont passé. Et en fait, vous avez ressenti à l'époque, quand vous avez parlé à 14 ans, etc., je suppose que les faits remontent à plus, hélas, à plus avant, mais vous avez senti un sentiment d'injustice, que vous n'étiez pas écouté, qu'on ne tenait pas compte de vous et de votre parole? Je l'ai subi de 2 ans à 14 ans. Et j'ai parlé quand mon père s'en est pris à ma jeune sœur, qui avait 10 ans de moins que moi. Et à partir de là, je l'ai hurlé un soir. Alors ma mère m'a écouté puisqu'elle a fait ce qu'il fallait. La gendarmerie à l'époque, le commissariat à l'époque a été très à l'écoute, choqué même, je dirais. Par contre, le médecin, ce qui a suivi, beaucoup moins, puisqu'il y a une phrase qui résonne en moi et qui résonnera jusqu'à ma fin de vie. Oui, si tous les pères qui touchent un petit peu leur fille se retrouvaient condamnés, voilà ce qui a été dit à ma mère. Oui, carrément, d'accord. Voilà. Parce qu'il n'y avait aucune trace. En fait, c'était des attouchements. C'était des choses qui étaient aussi graves. Mais comme il n'y avait pas de trace intérieure, on va appeler, on va dire les choses clairement. Si tous les pères qui avaient, qui s'approchaient un peu trop de leur fille, voilà. Et à l'époque, ça m'a profondément traumatisée. Je comprends. Marie-Pierre Porchy, des témoignages comme ça, je suppose que vous en avez dû entendre beaucoup. Marie-Pierre Porchy, oui. C'est effectivement un témoignage très intéressant parce que tout d'abord, il montre à quel point les choses étaient banalisées à l'époque. Alors, je ne sais, Madame n'a pas dit l'époque à laquelle les faits se sont produits, mais on le devine. Et effectivement, quand elle parle de vide juridique, c'est à la fois faux et vrai. La loi existait un peu, même si elle ne parlait pas du terme inceste. On aurait pu poursuivre, les textes le permettaient, mais à l'époque, la société n'avait pas suffisamment évolué pour que dans notre droit, il y ait la traduction de cet interdit. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, c'était même le premier jour de ma fonction de magistrat, j'étais juge des enfants dans le Nord. Je ne savais pas à quel point j'allais traiter autant de dossiers de ce type. Eh bien, c'était une handicapée mentale qui accouchait d'un enfant
qui résultait d'un viol par le père. Ouais. Et lorsque les choses se sont produites, immédiatement, cette jeune femme a été placée, c'est-à-dire que le juge des enfants que j'étais s'est occupé de la placer, de la sortir de la famille pour qu'elle ne soit plus violée ni agressée. Mais le procureur de la République ne s'est pas du tout emparé immédiatement de cette affaire pour poursuivre le père. À l'époque, c'était pas du tout automatique, ça. Donc la poursuite des agresseurs n'était pas du tout systématique, et voire même, je pense qu'elle était assez subsidiaire, parce qu'on traitait le problème de l'inceste comme un problème d'assistance éducative. Mais vous avez entendu... Oui, pardon, vous avez entendu ce que disait Josette, c'est-à-dire le médecin qui lui dit si tous les pères qui touchent leurs enfants étaient condamnés, c'est quand même... Oui. Il a été condamné à 2 ans, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il m'a surtout battu le jour où j'ai parlé avec un fil d'antenne de télévision, donc il m'a carrément défiguré, parce qu'il mesure 1m90, et il a été condamné à 2 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai 58, c'était dans les années 75, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il a été condamné parce qu'il m'a battu, ou s'il a été condamné parce qu'il m'a incesté. Ouais. Oui. Voilà. Alors, normalement, quand même, le jugement doit renseigner sur ce point, parce que soit on vise des agressions. J'étais mineure, donc voilà. Mais bon, on n'a jamais su. Et ma maman, qui était pas, comment dire, qui nous a protégés, mais qui était étrangère, n'a jamais eu le tenant et les aboutissants. Donc vous n'avez pas accès au jugement, c'est ce que vous voulez dire? Non, je n'ai pas accès. En tout cas, ce que vous avez dit est extrêmement important, parce que il y a eu effectivement jusqu'à une période très récente un phénomène de banalisation. Beaucoup de gens pensaient effectivement que c'était pas si grave. Moi, je me souviens très très bien d'une infirmière scolaire qui m'avait un jour dit: mais à quoi est-ce que ça sert de remuer la merde dans les familles? Ah oui, carrément. C'est terrifiant. Ça montre à quel point la société avait un peu envie de fermer les yeux sur cette réalité. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, heureusement, à la fois le vide juridique et à la fois la société évolue, et j'espère, même s'il y a d'énormes progrès à faire au niveau de la justice, j'espère quand même que les choses vont changer. Clémence ? Oui. Alors oui, vous allez tous continuer de nous appeler. On continue d'en parler avec Marie-Pierre Porchy, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et avec Marie-Pierre Porchy, pour son livre Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste chez Fayard. Marie-Pierre Porchy, je me demandais, vous avez longuement parlé, vous en parlez aussi en fin d'ouvrage, de la justice et de l'importance de la justice restaurative. Qu'est-ce que vous entendez par justice restaurative exactement ? Alors, c'est un concept qui existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et qui, chez nous, devrait pouvoir exister depuis longtemps, puisqu'on a une loi de 2014 qui permettrait de l'utiliser. Oui. Mais nous l'utilisons très peu, et c'est très dommage. Ça concerne des faits, alors pas forcément des agressions sexuelles ou des viols, ça peut être n'importe quelle infraction. La condition d'utilisation de cette procédure, c'est que tout le monde soit d'accord, et ça peut viser également des faits prescrits. C'est ça qui est intéressant. Donc pour les infractions sexuelles, c'est intéressant pour cela. Contrairement à la justice traditionnelle, entre guillemets, qui envisage l'infraction comme une infraction à une loi ou quelque chose qui va envisager une punition, cette fois-ci, nous avons la victime et l'auteur qui vont dans cette procédure, essayer de se rejoindre avec d'éventuelles rencontres pour essayer de comprendre la réalité de l'autre. Quand je dis éventuellement, c'est qu'on n'est pas obligé de se rencontrer, mais en tout cas, on passe par un tiers totalement indépendant qui va essayer... Un médiateur, une espèce de médiateur. Voilà. C'est une espèce de médiateur, on peut dire ça, qui va essayer de montrer la réalité de l'agression à l'auteur, et puis aussi de pouvoir montrer aussi à la victime ce qu'est l'auteur. Et par une espèce de rapprochement dans l'analyse de l'infraction, on peut envisager un nouvel avenir à la fois pour l'auteur et pour la victime.
c'est un petit peu difficile d'expliquer ce procédé. Dans mon livre, j'y consacre d'ailleurs un chapitre entier. Si on veut vraiment comprendre ce que c'est que cette justice restaurative, il faut effectivement lire ce chapitre-là. Mais c'est à mon avis la seule solution qui va permettre à la justice de se sortir de cette masse de dossiers qui aujourd'hui... oui, vous voulez dire que... je comprends, vous voulez dire que dans certains cas, mais il faut la bonne volonté des deux et surtout de la victime, parce que c'est la victime qui a été... Il faut l'accord des deux. atteinte. Oui, c'est ça, il faut l'accord des deux, oui. Ça ne doit pas être... je ne sais pas si c'est facile dans tous les cas, mais voilà. Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est très satisfaisant et ça donne des résultats extrêmement positifs. En tout cas, les pays anglo-saxons l'utilisent massivement. D'accord. Depuis longtemps. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est à voir, effectivement, et à creuser, mais lisez le livre de Marie-Pierre Porchy, elle en parle de façon plus détaillée. Clémence. Oui, alors on va retourner au standard, 0826 300 300. Nous avons aussi des appels pour revenir sur ce sujet de la lettre ouverte des 31 scientifiques internationaux pour une enquête complète sur l'origine du SARS-CoV-2. Tout de suite, José nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour José. Oui, bonjour José. Oui, bonjour, Monsieur Berkoff. Félicitations pour votre émission. Je n'écoute plus que vous le midi. Donc, merci. Voilà. Alors, écoutez, je pense que comme dans beaucoup de sujets, on prend le citoyen pour un imbécile. Hein. Bon, dans son discours à l'inauguration du P4 de Wuhan, Monsieur Cazeneuve avait dit que l'inauguration s'inscrivait dans le développement d'une politique durable et de l'environnement en Chine. Bon, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je pense qu'il faudra intéresser M. Cazeneuve, Mme Touraine, M. Lévy, Mme Buzyn, Jean-Marie Le Guen, Le Drian. Toutes ces personnalités politiques françaises connaissent très bien le P4. Ils sont bizarrement très silencieux, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai qu'on ne les entend pas. Ils ne nous abreuvent pas de leur discours, ça, on peut le dire. Et puis, vous savez, il faut écouter les sages. Il y a des gens qui parlent peu, mais quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Quand Luc Montagnier dit qu'on a introduit une séquence VIH dans le génome, si je m'exprime bien, de ce virus, et que le type qui a fait ça, c'était un cador, c'était pas un plouc, c'était pas n'importe qui. Donc, si vous voulez, l'être humain est idiot. Il joue au pompier, il joue avec la vie. Il croit qu'il va manipuler la vie, mais je pense que la grande leçon de ce virus, c'est que c'est le virus qui joue avec nos vies. Ah, c'est clair. C'est clair. Enfin, oui, et vous avez vu, ils ont tous traité. Alors, je ne sais pas, non. Je n'ai absolument pas les capacités ni de dire si c'est vrai ou faux. Montagnier a été traité de sénile en disant ça, etc. Oui, on le sait. Mais bon, en fait, voilà. Écoutez, la chose la plus importante pour moi, et c'est pour ça qu'on a parlé ce matin, c'est que disent les scientifiques, y compris celui qui a parlé ce matin, les signataires. Ils disent, on ne sait pas, on ne dit pas que ça a fuité dans le laboratoire, on dit qu'on veut savoir. Et quand on arrive au fait, et c'est ça que je voudrais dire à tous les auditeurs, quand le fait de poser une question devient suspect de complotisme, c'est là où ça ne va plus du tout. On a le droit d'envisager toutes les hypothèses, toutes les opinions, et puis après on regarde, et les faits parleront. Écoutez, chacun se fera son opinion, voilà. Mais la vérité, vous l'aurez jamais, et je pense qu'ici, on est dans la cour des secrets défense, des budgets militaires, des armes biologiques, et donc on n'aura jamais le fin de l'histoire. Nos hommes politiques qui se taisent hypocritement le savent. J'admire le courage des journalistes comme vous qui cherchent la vérité, mais il faut appeler un chat. On ne le saura jamais. Jamais. Écoutez, j'espère qu'on le saura. Moi, je reste optimiste. Je peux me tromper, tout à fait. Mais vous savez, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être ça prend du temps, mais la réalité, elle cogne à la porte. Et quand la réalité cogne à la porte, à un moment donné, elle l'enfonce. On l'a vu dans d'autres circonstances, vous le savez. Donc ne soyons pas totalement pessimistes. On verra. Écoutez, j'espère que vous avez raison, monsieur Bescon. On verra. Merci en tout cas. Merci José, merci. Allez, on va en Occitanie, on donne la parole à Yves. Bonjour Yves.
Bonjour Oui, Yves. bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bon, les deux interventions étaient passionnantes. Je reviens quand même sur la première, avec des spécialistes des infections virales qui nous disent il faut tirer les leçons de l'expérience, et bravo. Hein. Et puis il y a l'OMS aussi qui dit il faut tirer les enseignements de l'expérience pour pas recommencer. Bon, il serait temps. Et je crois qu'il faudrait qu'on dise aussi tirons les leçons de la crise Covid pour poser le problème dans toutes ses dimensions. Tirons les leçons de l'expérience avant de boucler un projet de révision bioéthique qui fait de l'ingénierie génétique une solution miracle à des problèmes qui ne sont pas posés ou qui sont mal posés. Voilà sur quoi je voulais insister. D'accord, merci, parce que c'est bien de le dire et c'est vrai, tirons les leçons de tout cela. Clémence. Allez, rapidement, on va à Montpellier, on donne la parole à Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, moi ce que j'aimerais dire par rapport à l'inceste, c'est que 9 fois sur 10, bon bien sûr ce sont les hommes, les pères, les frères, etc. qui sont incriminés, mais est passée sous silence une part importante que, en tout cas, je constate dans mon environnement professionnel. J'anime des groupes d'hommes où les mères peuvent érotiser leur fils et en toute bonne foi et toute impunité. Érotiser, vous lire par quoi érotiser leur fils? C'est-à-dire quelquefois c'est de l'exhibition, quelquefois c'est des caresses, mais c'est pas de pénétration. Bon, il y a un livre qui est à lire et qui est, à mon avis, extraordinaire, d'Anne Poiret, qui s'appelle L'ultime tabou. Et dans ce livre, elle décrit les malfaisances de certaines mères, de certaines femmes. Et étant donné que la loi dit que viol égale pénétration, soit avec un objet contendant, soit avec le doigt, eh bien les mamans peuvent toucher, décaloter, masturber leurs petits sans que qui que ce soit n'y trouve à redire. Et que d'autre part, ce qui est étonnant, je terminerai là-dessus, c'est que lorsqu'un père est accusé d'inceste, il risque la prison. Une mère est accusée d'inceste, elle risque l'hôpital psychiatrique, ce qui montre à quel point il y a un tabou et il y a une résistance de la société à toucher à la maman Sainte Vierge parfaite. Alors écoutez, on soulève ce problème. La juge que vous êtes, Marie-Pierre Porchy, vous avez eu ce genre d'exemple ou pas, ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, c'est l'ultime tabou. Et que peut-être des affaires vont sortir maintenant parce que jusqu'à présent, effectivement, la majorité de ces affaires sortent parce qu'il y a une plainte et qu'on vise des hommes. Mais je sais que les affaires de viol et d'agression sexuelle par des mères existent. On en traite très très peu dans le domaine judiciaire, mais c'est pas parce qu'on ne le veut pas, c'est aussi parce qu'on n'est pas saisi de ces affaires-là. Et je partage assez l'analyse de ce monsieur. Je pense que dans des maternages excessifs, parfois, on peut avoir des attitudes par rapport à son enfant, par rapport à son petit garçon notamment, qui s'apparentent à des agressions sexuelles. Je pense que c'est quelque chose qui va peut-être un peu sortir, ces affaires-là. Et puis peut-être qu'en dehors de la justice, il faudrait peut-être, dans le cadre éducatif, les mères soient aussi informées de tout ça, et ne pas tomber, surtout moi je pense souvent à ces mères qui élèvent des enfants seuls après des divorces, et que je pense que c'est très tentant en plus quand on est seul d'avoir des contacts physiques avec son petit garçon. Et pourtant, néanmoins, la loi s'impose à tous, y compris aux mères, et qu'à un moment donné, la mère doit aussi poser les interdits à son enfant, et notamment les interdits de contact. Et je pense que dans l'éducation, il faudrait véritablement que cette chose-là soit introduite à l'égard des mères. Voilà, voir l'éducation, voir l'école, voir tout cela. Merci vraiment de vos éclaircissements, Marie-Pierre Porchy. Voilà, Les silences de la loi aux éditions Fayard, c'est le titre de son livre. Tout de suite, Brigitte Lahaie, qu'est-ce qu'une femme cassatrice? Comment les reconnaître? Pourquoi certaines femmes n'aiment pas le sexe ou les hommes? Et c'est avec le docteur Psalti.